Ah, donc je pense que Jaden et Jenaya ne seront pas là. Donc je suis en train d'enregistrer. Donc OTEP à tous. Aujourd'hui, on va voir les médiumnitaires. Entendez par là l'écriture des anciens Égyptiens, l'écriture des pharaons, qu'on appelle communément, que les Grecs ont appelé des hiéroglyphes. C'est plus connu sous le nom de hiéroglyphes. Si vous dites à quelqu'un médiumnitaire, s'il n'est pas au fait du sujet, il comprendra pas. Donc c'est quand on parle de médiumnitaire, c'est plutôt dans la terminologie, de façon dont les anciens Égyptiens eux-mêmes ils, euh, ils nommaient leur écriture. C'est les Grecs qui l'ont après transformé en hiéroglyphe, c'est-à-dire de hiéro. Science, j'allais dire, hiéro, et glyphos, gravure, ou bien écriture gravée. Donc hiéro, c'est écriture, et euh, glyphos, c'est gravé. Donc c'est une écriture gravée, puisque ça a commencé comme ça. Ils ont commencé par graver sur des monuments, ce qu'on appelle l'écriture monumentale. Ils ont d'abord commencé par graver sur les monuments avant de, de graver ça sur des sarcophages, puis d'écrire ça sur des papyrus, etc. Donc c'est une écriture multimillénaire. Alors qu'est-ce que on peut dire? Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Je vais vous faire participer un peu comme ça, vous allez vous-même essayer de comprendre progressivement. Essayez de me traduire, si vous voulez bien, ce que vous voyez à l'écran au niveau de l'image. Je vois un drapeau Mhm. avec une baguette et 3 traits. Voilà. On voit un drapeau, donc c'est-à-dire un étendard avec un drapeau, un bâton et 3 traits. En fait, c'est des signes. Ce que tu vois là, c'est des signes. Et le signe du drapeau, c'est ce signe-là qui s'appelle NTR, donc 3 lettres, hein, NTR, ce qu'on appelle Néter, parce que en hiéroglyphe, les anciens Égyptiens nommaient leurs signes par des consonnes. Il n'y avait pas de voyelles. Pour pouvoir vocaliser, les Grecs, les Occidentaux rajoutent des E, essentiellement des E. Donc, le drapeau que vous voyez là, c'est Néter. Et le bâton, c'est Médou. En fait, c'est M-Dou. Donc, pour le vocaliser, on dit Médou. Mais c'est parole. Donc, ça veut dire, ce que vous voyez là, c'est parole divine ou parole de Dieu. Mais les 3 traits signifient le pluriel. Il n'y a pas qu'une seule parole. Donc, c'est le pluriel du mot que vous voyez là, Médou, Néter. Alors, vous voyez que le drapeau, donc on va le lire dans le sens de la droite vers la gauche, c'est-à-dire du drapeau vers le bâton. C'est le sens de lecture. Je vous expliquerai pourquoi après. Parce que
on ne dit pas Néter Médou, on dit bien Médou Néter, mais on met tout ce qui se rapporte à la divinité en premier. C'est-à-dire qu'on donne une préférence à la divinité ou au roi. Tout ce qui est divin, on le met en avant. Donc c'est pour ça que c'est écrit comme ça. Médou Néter. Donc c'est le terme qui désigne pour les anciens Égyptiens eux-mêmes la façon dont ils écrivaient. Mais je vais vous faire un petit peu de contexte d'abord parce que c'est pas évident. C'est pas évident de rentrer comme ça dans une nouvelle chose sans y mettre un contexte. Alors, qu'est-ce que c'est que les médiolitaires? On vient de le dire, c'est les paroles divines. L'égyptien ancien, c'est une langue multimillénaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle remonte à presque moins 3000 ans avant notre ère. Donc, c'est une langue qui est considérée comme une langue caméto-sémitique, c'est-à-dire une langue qui se parle en fait au niveau de l'Afrique du Nord, mais il y a une polémique autour de ça, puisque en fait c'est une langue qui a été véhiculée depuis l'Égypte antique vers le nord de l'Afrique. Et elle est parlée dans l'Égypte antique, et l'écriture, comme je vous disais tout à l'heure, les Grecs, quand ils se sont accaparés de cette écriture, ou en tout cas quand ils en ont pris connaissance, ils l'ont définie en hiéroglyphes, c'est-à-dire hieros signifiant le sacré et glyphen signifiant gravé. Et donc c'est à leur façon de nommer ce que les anciens Égyptiens eux-mêmes appelaient Médou Néter. Donc aujourd'hui, c'est une langue qu'on ne vocalise plus, qu'on ne parle plus. C'est une langue éteinte, elle est morte. C'est-à-dire que l'Égyptien ancien, aujourd'hui, personne ne sait plus comment on le parlait. Mais on a quand même un stade assez avancé de la langue, qui est la langue copte, qui se rapproche un petit peu de ce que les anciens Égyptiens parlaient. Donc aujourd'hui, quand on fait des études, pour mieux comprendre, pour trouver la signification profonde des choses, on fait référence à la langue copte, qui est une langue aujourd'hui qui est encore parlée en Égypte par une population qu'on appelle les Coptes. Et en fait, c'est plutôt une langue très qui est utilisée dans la liturgie, c'est-à-dire pour les prières, quoi. Vous voyez? Donc, mais comme en Afrique du Nord, ils ont été envahis par les Arabes, aujourd'hui, cette langue, elle est moins parlée, elle a plutôt été remplacée par l'arabe. Alors, comment les hiéroglyphes, en tout cas les médiunétaires, ont été découverts? Donc, ils ont été découverts par un certain Jean-François Champollion, qui est né au XVIIIe siècle, qui était un savant français, qui parlait beaucoup de langues. Il parlait plus de 14 langues, notamment donc le latin, le grec, l'araméen, le copte. Donc il parlait beaucoup de langues, c'était un polyglotte. Et c'est grâce à lui qu'on a enfin compris, qu'on a vraiment compris
comment on pouvait déchiffrer les hiéroglyphes. Et comment il a fait ça? C'est à partir des études qu'il faisait. Il s'est inspiré d'autres savants qui ont, qui ont d'abord travaillé sur le sujet, notamment par exemple l'abbé Jean-Jacques Barthélemy, qui lui a étudié euh, les, les, les signes qu'il voyait sur les tombes, sur les sarcophages, etc., euh, à partir aussi de certains noms de rois qu'il voyait dans les cartouches. Donc, ils ont essayé de décrypter les hiéroglyphes. Mais Jean-François Champollion, comme il parlait beaucoup de langues, plusieurs langues, il a pu, à partir de ce que vous voyez à droite là, la pierre de Rosette, il a pu déchiffrer les hiéroglyphes parce que sur cette pierre de Rosette, il y a 3 langues qui sont gravées. Donc on ne le voit pas bien ici parce que c'est une photo que j'ai prise moi-même dans un musée. C'est une copie de la pierre de Rosette. Donc c'est une pierre qui est assez immense. Elle fait 760 kilos. Elle fait 1,12 m de haut. Donc c'est une pierre qui a été découverte par un soldat de l'armée de Napoléon, puisque la pierre de Rosette que vous voyez là a été découverte euh, à la fin du XVIIIe siècle, en 1798 précisément, le 19 mai 1798. Donc cette pierre a été découverte en Égypte au moment où Napoléon faisait une campagne d'invasion de l'Afrique du Nord et il était parti avec plus de 3000 hommes, dont 200 savants, donc des géologues, des botanistes, des physiciens, des mathématiciens, des naturalistes et des égyptologues, notamment Jean-François Champollion. Et donc cette pierre-là a été ramenée. En fait, l'original de la pierre se trouve chez les Anglais, mais les Français qui l'ont découvert en ont fait une copie. Les Anglais n'ont pas voulu leur donner parce que c'était la guerre, donc les Français ont été battus par les Anglais sur le sol égyptien et ils ont récupéré cette pierre de Rosette qui aujourd'hui même, là où je vous parle, se trouve au muséum, au British Museum à Londres. Donc, c'est cette pierre-là qui a permis à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes parce que sur cette pierre, il y avait l'alphabet grec, il y avait une écriture qu'on appelle le démotique, qui est la continuité, qui est une langue, qui est une écriture plutôt liée, hein, assez cursive, du hiéroglyphe. Et puis sur sa partie haute, il y avait l'égyptien ancien. Donc ça lui a permis de faire des recoupements et d'enfin déchiffrer les hiéroglyphes. Et la date qui a vraiment retenu pour le déchiffrement, c'est le 27 septembre 1822. Mais en fait, Jean-François Champollion, il a travaillé sur cette pierre plusieurs années. Donc, il a vraiment eu le déclic le 14 septembre 1822. C'est vraiment ce jour-là où il est allé voir son grand frère qui s'appelle Champollion Figeac, et quand il est parti le voir, ce 14 septembre 1822, il a dit à son frère, je tiens l'affaire. C'est-à-dire qu'il lui a dit qu'il avait compris les hiéroglyphes. Donc, ce qui fait que ils se sont dépêchés d'écrire des articles et d'écrire une documentation qu'il a présentée
Après, à l'Académie des sciences, et pour un peu, parce qu'il y avait une petite guerre entre les Anglais, les Allemands, les Français, pour qui découvrira l'écriture des hiéroglyphes le plus tôt possible. Et donc, Jean-François Champollion a fait une présentation de la façon dont il déchiffrait et décodait les hiéroglyphes à l'Académie le 27 septembre 1822. Donc, ils ont créé, les conséquences de ça, c'est qu'ils ont créé une commission. Donc, en fait, ils ont créé, à partir de là, est née, en fait, l'égyptologie. Puisque l'égyptologie, aujourd'hui, c'est une science qui est étudiée par beaucoup de gens. Hein. C'est-à-dire que les gens ont des doctorats en égyptologie. Hein. C'est pour vous dire que c'est quelque chose d'assez complexe et qui aussi révèle encore de nos jours beaucoup d'informations sur la façon dont les, les, les anciens Égyptiens voyaient le monde ou pensaient le monde. Alors, il y a une polémique autour de ça parce que on considérait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'égyptien ancien, c'est une langue kamito-sémitique, c'est-à-dire les kamites, c'est comment dire, les métis, entre guillemets, hein, je mets entre guillemets, du mélange des noirs et des blancs, alors que d'après les textes, l'écriture date de presque moins 3000 ans avant notre ère, et c'est une langue, d'après certains auteurs, qui est une langue négro-africaine. Donc, je cite certains auteurs que vous devez connaître et qui sont des auteurs plutôt africains et qui ont plutôt une vision africaine des choses. Il s'agit de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obenga, qui sont les deux savants, les deux premiers à avoir défendu la thèse d'une, comment on dit ça, d'une parenté génétique entre l'Égyptien ancien et les langues négro-africaines. Bon, on y reviendra à un autre moment, mais c'est pour vous dire que l'égyptologie fait passion. Il y a une passion autour de l'égyptologie, encore de nos jours. Est-ce que jusque-là, ça va? Alors moi, comme je vous passe les slides, je ne vous vois pas. Hein. Donc si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi pour que je puisse revenir à au salon pour voir qui interagit. Donc, il y a différentes phases dans l'évolution de la langue et de l'Égypte antique. Il y a l'ancien égyptien qui, euh, qui couvre moins 2800 à moins 2000 avant notre ère, le moyen égyptien, de moins 2000 à 1450 avant notre ère. On peut dire que c'est la première phase de la langue qui est en fait vraiment, surtout l'ancien égyptien, c'est la langue de l'égyptien que l'on retrouve sur les monuments. Si vous allez en Égypte, tout ce qui est gravé sur les monuments, les temples, etc., c'est de l'ancien égyptien. Et sa caractéristique, c'est que ce sont des images. Ce sont des images. C'est-à-dire, c'est des dessins. Hein, ce sont des dessins. Donc ça, c'est la première phase de l'ancien égyptien, le moyen égyptien, c'est la première phase de, de la langue. Après, il y a eu le néo-égyptien de moins 1450 à moins 700 avant notre ère. Et comme, en fait, la langue est devenue progressivement une langue administrative, les scribes
pour l'écrire, on commençait à faire des dessins moins stylisés, Donc, c'est passé à des écritures un peu plus rapides, ce qu'on appelle le démotique, ou alors plus tard le hiératique. Donc, on voit une évolution de la langue. Et le stade final, comme je disais tout à l'heure, c'est le copte. Donc, moins 300. Non, le copte plutôt, de 300. Là, on est dans la nouvelle ère, de 300 de notre ère à 1450 de notre ère. C'était le copte. Donc, c'est une évolution. Je vous l'ai mis pour juste que vous sachiez que la langue a évolué, a vraiment évolué de l'ancien égyptien vers le copte. Mais en fait, c'est une seule et même langue. C'est pas parce que elle a évolué que la philosophie, le fond de pensée de la langue diffère. Ok? Alors, quelles sont les caractéristiques des Medjugorje? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, première des caractéristiques, c'est que ce sont des images. Donc, vous voyez à l'écran là des images, des dessins. Alors, des dessins qui représentent beaucoup de choses. Vous voyez un vautour, vous voyez un aigle. Au niveau des animaux, en tout cas, vous voyez un poussin. Après, vous voyez des signes, des objets. Vous voyez? Donc, la première caractéristique, ce sont des images. Si je vais sur Google, par exemple, je vais aller sur Google et je vais taper hiéroglyphe, je vais basculer mon écran. Ah, vous le voyez. Donc, vous voyez déjà mon écran, mais c'est bien. Si je tape hiéroglyphe, si vous voyez les images, ce que vous voyez que c'est... Voilà. Si je vous agrandis ça, par exemple, vous voyez qu'il y a des animaux, il y a des hommes, il y a des objets, etc. Donc, les hiéroglyphes, c'est des images. Ça, c'est la première des caractéristiques. D'accord? Mais, il y a une façon de les lire. Il y a une façon de lire ces images-là. Alors, qu'est-ce qui c'est, par exemple, le sens dans lequel on lit les hiéroglyphes? Je pose la question, est-ce que quelqu'un sait le sens dans lequel on lit les hiéroglyphes? De gauche à droite? Charis dit de gauche à droite. Qui dit autre chose? C'est pas faux, hein, Charis? C'est vrai ce que tu dis. Mais De c'est pas haut tout. en bas? Alors, tu as dit de gauche à droite, de haut en bas. C'est ça? Oui. Ok. C'est pas tout. Ça, c'est un sens de lecture. Tu dis, on lit de gauche à droite, de haut en bas. Ok. Mais on lit également de droite à gauche, de haut en bas. Ok. On lit uniquement de gauche à droite et on lit uniquement de droite à gauche.
Il y a 4 sens de lecture pour les hiéroglyphes. Déjà, c'est des concepts qu'il faut savoir. On peut lire de gauche à droite, on peut lire de droite à gauche, on peut lire de gauche à droite, de haut en bas, on peut lire de droite à gauche, de haut en bas. Est-ce que ça va? Est-ce que vous visualisez la chose? Donc ça, c'est Mais l'essence alors des lettres. comment Pardon, dis-moi. mais alors comment vous faites pour traduire des textes si vous savez pas dans quel sens c'est? Ah, bonne question. Eh bien, qui est-ce qui veut tenter de répondre à cette question pertinente? Comment on fait pour lire des textes si on peut lire dans tous les sens là? Parce que pose la question que pose Charlie, c'est ça. Je vous ai dit on lit de gauche à droite, de haut en bas, de droite à gauche, de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche. Mais alors comment on fait pour se retrouver dans tout ça? Si on peut lire dans tous les sens. Enfin, il n'y a qu'un seul sens dans lequel on ne lit pas, c'est de bas en haut. Hein. Ça, on ne lit pas, de bas en haut. Mais comment on fait alors? Qu'est-ce qui a une idée? Qu'est-ce qui a une idée de la façon dont on se repère? Déjà, Bah, il ligne, y a un truc intéressant. Je vais peut-être vous mettre cette image-là. Elle est un peu plus grande. On va dire que c'est un texte. Hein. Alors, qu'est-ce que vous observez au niveau des animaux, de tous ceux qui peuvent bouger? Qu'est-ce que vous observez? Tous les signes où, où les personnages peuvent se mouvoir, par exemple, là, vous avez le vautour, vous avez le poussin, vous avez le vautour ici, vous avez, je crois, l'aigle, plutôt, excuse-moi, la chouette, le canard, une dame assise. Qu'est-ce que vous observez là sur, sur on va dire, cette stèle ou bien ce papyrus? Il y a quelque chose qui frappe si vous observez bien. il y a des lignes entre chaque Oui, colonne. alors ça c'est très bien. Il y a des lignes entre chaque colonne. Donc les textes sont délimités. Ça c'est une réalité, effectivement. Donc on écrit les signes, on les met entre guillemets des colonnes. Ça c'est vrai, c'est vrai. Ça c'est quelque chose d'important qu'il faut observer. Mais il y a sur les signes où les personnes peuvent bouger, il y a quelque chose qui est marquant. Vous observez Elles sont bien. toutes tournées vers la gauche. Ah, ben voilà. Vous voyez que euh, sur cette lettre, on va dire, tous les personnages qui peuvent se mouvoir sont orientés dans le même sens. Et, et en l'espèce, là, sont tournés vers la gauche. On est d'accord? Tout le monde a vu ça? Oui. Bon. Donc ça, c'est une constante. Je vais prendre une autre stèle, vous allez voir. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Toujours au niveau des personnages, hein. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien ou pas? Oui, ils sont tous tournés vers la droite. Ah, ils sont tous tournés vers la droite. Donc, sur cette figure, les personnages sont tournés vers la gauche, sur celle-là,
les personnages sont tournés vers la droite. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques. C'est que les signes qui sont différents, par exemple, des ronds là que vous voyez qui représentent le soleil, ou par exemple du pain, voilà, tous les signes qui n'ont pas de symétrie à proprement parler, d'accord? Ces signes-là sont orientés, c'est une règle, c'est la règle de l'orientation. Ces signes-là sont orientés dans le même sens. D'accord? Et ça permettra une règle de lecture par la suite. Parce que on lit les hiéroglyphes toujours à la rencontre des personnages qui sont tournés dans un sens. C'est-à-dire que cette stèle qui est à l'écran là, du coup, on va la lire d'où vers où. Si vous avez compris ce que je viens de dire. On lit les hiéroglyphes en allant à la rencontre des personnes ou des animaux, des objets animés, en allant à leur rencontre. Donc, pour lire cette stèle, on va commencer à la lire comment? De droite. Non, de gauche du coup. Regardez bien. Les personnages sont toujours orientés comment? Vers la droite. Vers la droite. Donc, pour lire, on va lire à leur rencontre en les regardant en face. Donc, on va À la lire droite. On va commencer de par la, droite. de la droite vers la Gauche à gauche. droite. Hein? De la droite vers la Ah gauche. d'accord. Oui, parce qu'en fait, les personnages regardent vers la droite, tous. Donc, quand on va lire ces stèles, on va lire de la droite vers la gauche, à la rencontre des gens, en faisant face aux gens. C'est une règle fondamentale. D'accord? Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'on va lire comme ça, de droite vers la gauche et de haut en bas. Cette stèle-là, c'est une règle, la règle de l'orientation. On lit toujours en allant euh, vers la personne. D'accord? Donc ça, c'est la règle de l'orientation. Donc il y a une autre règle que Charis a commencé à évoquer tout à l'heure. Ici, vous voyez que il y a des traits qui séparent le texte. Ça, c'est plutôt des traits horizontaux. Ici, c'est des traits verticaux. Bon, les scribes, ils les écrivent dans tous les sens, mais pour qu'on puisse le lire, il faut organiser un peu tout ça. Il ne faut pas que ce soit un fouillis. Donc c'est pour ça qu'ils essayent donc de bien mettre les choses pour qu'on puisse les lire. Donc, il y a la notion de ce qu'on appelle le calibrage. Dans les caractéristiques de lecture, il y a l'orientation, on l'a vu tout à l'heure, il y a le calibrage. Le calibrage, en fait, ça va être quelque chose d'assez visuel. C'est-à-dire que vous voyez ici, je vais peut-être vous montrer d'autres textes. Ça va être plus simple. Je vais mettre Cadra. Cadra. Plutôt, je vais préciser égyptien. Là, j'ai juste tapé Cadra, mais bon, justement, je vais peut-être laisser ça d'abord. Vous voyez, ça, c'est un Cadra. C'est une façon de
d'organiser l'espace. Ça, c'est un cadre. Donc, vous voyez ici, par exemple, si je prends celui-là, c'est un grillage où il y a des lignes horizontaux et des lignes verticaux. Donc, ça fait des cadres. D'accord? Et si je mets un cadre égyptien, de l'Égypte antique, ou cadre égyptien hiéroglyphe, par exemple, je vais mettre hiéroglyphe, merde, hiéroglyphe, ça va me sortir des textes. Qu'est-ce que je peux prendre? Voilà, ça, par exemple, c'est bien. Donc voilà, le cadre, voilà, c'est ça. C'est une organisation des signes en ce qui concerne l'égyptologie de façon dans un visuel un peu, comment dirais-je, où il y a une harmonie. C'est-à-dire que les signes ont la même hauteur. Par exemple, vous voyez le bonhomme qui est là et le drapeau ont la même hauteur. Et après, derrière, l'œil a à peu près les mêmes dimensions en largeur. Vous voyez, ce qui suit aussi. Donc, c'est-à-dire que il y a une règle qui fait que les dessins ont quasiment les mêmes proportions. Vous voyez que dans la vie réelle, un homme est plus grand qu'un poussin. D'accord? Mais lorsqu'on va le dessiner, l'homme et le poussin auront la même taille. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites, parce que c'est très important des choses qu'il faut connaître. Hein. Si vous voulez vous intéresser aux hiéroglyphes, c'est que là, vous le voyez. C'est-à-dire que les objets et les êtres, on va dire, ont des proportions, ont quasiment les mêmes proportions. Ça respecte une certaine réalité, quoi. D'accord? Et donc, cette façon d'écrire, c'est le calibrage. C'est ce qu'on appelle le calibrage. On va dessiner un poussin qui est petit, de la même taille qu'une poule qui sera grande, ou bien qu'un homme qui sera grand, ou bien comme un lion. Donc, peu importe la taille de l'objet dans la vie réelle, lorsqu'on va le dessiner, on va essayer de respecter les mêmes proportions. Je vais vous montrer cet exemple par exemple. Là, vous voyez, sur cette stèle, vous voyez que le scribe a essayé d'organiser et a dessiné par exemple la chouette quasiment de la même taille que la plume. Quasiment. Donc, c'est la règle du calibrage. Mais il y a une exception à cette règle, c'est que lorsque on dessine une divinité ou un roi dans une stèle, on va le voir tout à l'heure, la proportion est beaucoup plus grande pour la divinité ou le roi. D'accord? Mais c'est la deuxième information qu'il faut savoir sur les hiéroglyphes. On a vu tout à l'heure le sens de lecture. Là, c'est le calibrage. Lorsqu'ils vont écrire, ils vont écrire de façon harmonisée. Et il y a une troisième règle donc, qui suit celle-là, c'est que les Égyptiens anciens, ils avaient le souci d'organiser les choses de façon harmonieuse.
Alors, ce texte, il est peut-être un peu trop petit. Je vais rester sur ce truc que vous voyez là. Vous voyez que c'est les proportions des objets sont organisées de façon à ce que tout soit harmonieux. Visuellement, c'est harmonieux. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une façon d'écrire dans l'espace qui fait que les objets et les signes, etc., sont harmonieux dans un cadre bien donné. Si je prends par exemple ça, vous voyez que il y a le bonhomme qui est là, il y a le trône, il y a l'œil, et donc tout ça, ça fait un ensemble. Et après, on va dessiner le drapeau de la même hauteur que ce bloc-là, et on va mettre, c'est-à-dire qu'on va essayer donc de dessiner comme ça par paquet. Donc il y a un cadran là, il y a un autre cadran là, c'est-à-dire que le drapeau et le jonc sont la même hauteur et on agence dedans d'autres motifs. Ce qui fait que on a des paquets comme ça, des paquets. Je ne sais pas si vous voyez. Ainsi de suite. Donc c'est l'ordonnancement spatial qui est très importante. Vous ne verrez pas les hiéroglyphes monumentaux gravés n'importe comment. C'est des règles qui sont des règles utilisées par les scribes. Est-ce que ça va jusque-là? Vous me dites si vous ne comprenez pas. Hein. Vous comprenez? Oui, on comprend. Vous observez bien ce qu'on est en train d'observer? Ok. Alors là, qui est-ce qui peut me lire ce cadre-là? Parce qu'on l'a déjà vu. On a déjà vu ce cadre-là. Que je suis en train de délimiter là. Que je suis en train d'entourer. Qu'est-ce qui peut me lire là? On l'a déjà vu. C'est quoi? C'est un fichier Égypte. Non, 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 non. Ce que je suis en train d'entourer précisément, c'est-à-dire ici, là, là et là, vous le voyez, c'est qu'est-ce qui peut me dire qui c'est ou ce que c'est? Parce qu'on a déjà vu. Oui, ça, on l'a déjà vu. Oui, mais c'est qui? C'est quoi? Les 1, 2, 3, 4 signes qui sont là. La plume, c'est le I. Oui. Le soleil, c'est le KH. Le soleil, Et c'est le KH, bah, je sais pas comment on le prononce. euh, hmm, non, enfin, je sais pas. Donc là, tu as dit, tu vois une plume, ok. Tu vois quoi d'autre? Des Dans vagues, des dans bateaux, les, en fait, non. Ici, dans ce que je suis en train d'entourer, il y a la plume. Il y a ça. C'est une quoi? couronne, un bateau. Non, ça. Non, non, là. On a vu que c'est soit une bande de terre. En dessous, il y a le filet d'eau. Des vagues. Des vagues, des filets d'eau. Ici, c'est un trait. Et donc, ce signe-là, on l'a déjà vu. Et il représente qui? Le nom de qui? Vous vous Ouais. souvenez plus? Oui, mais qui écrit précisément? Amon. Amon, voilà. I-M-N, Amon. Ce signe-là, c'est Amon. D'accord? Amon-Ré. Amon. D'accord? Je voulais faire juste un petit rappel, parce qu'on l'a déjà vu. C'est Amon-Ré. Et ce signe-là, on l'a déjà vu aussi.
ce signe-là que je suis en train d'entourer là, le vautour à l'intérieur d'un temple, c'est qui? C'est un rapport à qui? Hathor. Hathor. Voilà. Bon, donc c'était une petite parenthèse pour faire un petit rappel. Donc j'en étais à la façon d'organiser les hiéroglyphes et leur sens de lecture. Le sens de lecture, le calibrage, donc les proportions et l'ordonnancement. C'est très important lorsque vous voyez des écritures. OK? Bon, je reviens à mon support. Je reviens à mon support. Il est où mon support? Je l'ai pas fermé, j'espère. Mais non, je l'ai pas fermé. Ah, quoique. Peut-être que je l'ai fermé. Bah non, il est là. Je suis bête. Il est là. Donc, je reviens à mon support. Donc, on a vu les caractéristiques. Donc, le système hiéroglyphique, c'est des signes figuratifs. C'est vraiment des images. On est d'accord? C'est des images. On a vu une des caractéristiques, c'est l'orientation. Donc, ici, les êtres animés sont toujours tournés dans la même direction. Les êtres animés sont toujours tournés dans la même direction. Et en l'espèce, ce que je vous ai mis là, le sens de lecture, c'est d'aller vers les personnages qui nous regardent. Donc, en l'espèce, c'est Stella. On va la lire de gauche vers la droite. D'accord? Il y a une autre caractéristique, c'est le calibrage. Donc, les êtres, dans les textes, on les représente selon un réalisme qui font qu'ils ont les mêmes proportions. D'accord? Sauf les divinités et les rois. Donc, vous voyez sur cette stèle, vous voyez sur cette stèle, la partie haute, il y a des divinités qui ont des proportions qui sont différentes de la partie basse. Vous voyez bien, c'est clair. OK? Et donc, c'est l'exception qui confirme la règle. Au niveau de l'écriture, les divinités et les rois ont des proportions très importantes, beaucoup plus importantes que les autres personnages. Deuxième caractéristique. Et dernière caractéristique, c'est-à-dire qu'ils essayent de respecter un certain, une certaine harmonie. Et il faut que ce soit beau. On retrouve chez eux là cette notion d'harmonie. Dans la préoccupation des scribes, c'est que ce soit beau. Déjà, pour que ce soit bien ordonnancé, il y a des traits qui séparent les textes. Et après, lorsqu'on va représenter les objets et les signes, on va les représenter dans une forme de cadre. On le voit bien ici aussi. Donc et ça crée ce sentiment d'harmonie visuellement. On voit que c'est beau, c'est pas désordonné. Les choses sont écrites de façon harmonieuse. Donc voilà, ça c'est, je ne sais pas si je continue. Parce qu'il il est quelle heure là? Il va être midi. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. On va arrêter là pour aujourd'hui. On finira la prochaine fois. L'idée, pour moi ici, c'est pas de vous apprendre les hiéroglyphes, parce que
déjà, on ne pourra pas, parce qu'il faut des années pour se les approprier, sinon des mois. Mais au moins, ici, vous donnez des notions de la façon dont ça fonctionne. D'accord? La façon dont ça fonctionne. Et là, on ne fait qu'aborder les débuts, là. On va aller la semaine prochaine et la semaine d'après. On va aller jusqu'à vous montrer comment on peut repérer les signes. Il y a différentes sortes de signes. On va parler de l'alphabet, parce que pour connaître une langue, il faut connaître son alphabet. Donc, pour l'écrire et pour le comprendre, il faut connaître l'alphabet, ce que veut dire le filet d'eau, ce que veut dire tel ou tel ou tel signe, ce que veut dire le vautour, ce que veut dire le bras, ce que veut dire, etc. Il faut les connaître si vous voulez lire les hiéroglyphes. Donc, c'est un passage obligé. Donc, moi, mon objectif ici, puisque vous vous intéressez, en tout cas, vous m'avez demandé de regarder, c'est de vous donner quelques clés comme ça pour vous, juste vous initier. Vous dire, bah, tiens, les hiéroglyphes, en fait, c'est ça. Hein, et c'est la façon dont on, on peut se l'approprier. Et derrière, en fait, c'est des années de travail si on veut vraiment les lire. Ça va? Oui, oui. Pour aujourd'hui. Et alors, donc, j'espère que vous avez compris le peu qu'on a fait aujourd'hui. Déjà, au niveau des règles, on continuera la semaine prochaine avec les sons, le sens qu'on donne aux choses, et puis on ira peut-être jusqu'à l'alphabet, et on fera quelques exercices à partir de l'alphabet pour lire quelques signes ou quelques stèles. Ceux qui savent lire les hiéroglyphes, déjà, ces stèles, ils vont la lire simplement en la lisant, par exemple, de droite vers la gauche, de haut en bas. Donc, ils vont lire ça comme ça, et ça va être fluide pour eux. Moi, je n'en suis pas encore là. Mais je comprends par quelques signes, je comprends déjà à peu près de quoi la stèle parle. Bon, ok, ben écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que si on s'embarque dans la deuxième partie, ça va nous amener loin, et on n'aura pas le temps de finir, puisqu'on avait 1 heure consacrée. Alors, est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Que c'était très intéressant et que bah, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Ok, donc tu as compris les choses? Ok, Oui. bon, ça va, c'est simple. Alors après, c'est pas, quand je dis c'est compliqué, c'est comme tout, hein. Si vous vous intéressez à quelque chose, il suffit d'y passer un peu de temps et d'avoir les codes et les règles, et puis après, ça va tout seul, hein. D'accord? Bon, en tout cas, tu as trouvé ça intéressant. Alors, Naïli? On a trouvé ça bien d'apprendre les hiéroglyphes, d'en savoir un peu plus. D'en savoir un peu plus. Ok, ça marche. Alex? Ah, je t'entends pas, mais bon, ton micro a quelque chose. Ton micro a un petit souci. En tout cas, si vous allez dans les musées, au moins, vous ne serez pas désorienté. À ce stade de votre connaissance, vous ne serez pas désorienté sur la façon dont les hiéroglyphes se lisent. Déjà. Hein, déjà, à la différence de quelqu'un qui irait dans un musée comme ça, regarder des monuments ou des stèles, au moins vous saurez que ben, ça se lit dans ce sens et c'est organisé comme ça. Et pourquoi c'est organisé comme ça? Donc ça, c'est déjà intéressant. Ok. Eva, parce que j'ai pas entendu Alex. Eva,
J'ai trouvé ce cours très instructif et agréable. C'était chouette. C'était chouette. Ok, ben donc la prochaine fois, on va aller dans beaucoup plus de concret. Euh, et puis voilà. Donc je crois que je vous ai partagé un petit fascicule. Moi, je pourrais pas vous le partager, mais après c'est vous. Si vous êtes intéressé, vous verrez. Hein. J'ai un petit fascicule qui moi me permet euh, de m'instruire, puisque moi je vous ai dit que je commence à apprendre les hiéroglyphes personnellement. Vous voyez, bon, j'ai un petit fascicule là qui recense tous les signes. Hein, donc, vous voyez, tous les signes. Donc, c'est vraiment les signes qui permettent de lire, hein, de comprendre, de lire les hiéroglyphes. Donc, les signes sont organisés. Je vous les passe rapidement, mais voilà, les signes sont organisés euh, par famille. Il y a les familles des animaux, les familles des humains, les familles ainsi de suite. Les mammifères, les objets, etc. Parce que les divinités, etc. Parce qu'il faut savoir que les Égyptiens, ils ont commencé. En fait, l'écriture, c'est la représentation pour eux hein, de ce qui est leur environnement immédiat, et puis aussi des concepts. Hein. Il y a les signes qui peuvent traduire des idées et des concepts. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec leur écriture. Eh bien, écoutez, on va se séparer sur ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 des Medjugorje. Bon dimanche à vous. Je vais. Alors, le support que je suis en train de créer, je ne veux pas le partager maintenant parce qu'il n'est pas fini. Je le mettrai à la fin de cette série. Mais bon, je partagerai la vidéo comme d'habitude. Si vous voulez y retourner, vous pouvez la visionner dans la semaine. OK? Eh bien, écoutez, bon dimanche. Miadogo. Bon dimanche. Bon dimanche.